c'est que si on voulait détecter cet excès de risque par des études épidémiologiques, malheureusement on n'y parviendrait pas parce que la puissance statistique des études nécessaire à cette détermination est insuffisante par rapport à cet excès de risque. Vous le voyez déjà au niveau de la certitude du nombre de cas spontanés, et donc on voit qu'on n'y arrivera pas. Voilà. Et donc ça, c'est les conclusions qu'on a rendues au ministère de la Santé. Alors je termine. Bien. Juste une dernière diapo. Donc qu'est-ce qu'on peut dire 25 ans après cet accident? Donc c'est clair que cet accident a remis en question la capacité des pouvoirs publics, mais pas uniquement en France, pour gérer ce genre de crise. On n'y était pas préparé à l'époque. Et évidemment, ça a ébranlé la confiance des citoyens sur la question du nucléaire et des accidents nucléaires de façon durable. Du point de vue institutionnel, j'ai dit tout à l'heure, il y a eu de nombreuses réformes qui ont été menées, et donc, en particulier pour l'IRSN, donc l'IPSN a été séparé du CEA, et donc nous avons eu une mission clairement distincte du rôle gestionnaire et de décision, ce qui simplifie et clarifie les rôles. Ce n'était pas le cas en 1986. Nous avons renforcé les dispositifs de surveillance de la radioactivité de l'environnement. Alors, ils existaient en 1986, mais ils se sont révélés quand même insuffisants sur un certain nombre de points. Surtout, on a développé la capacité de ce que j'appelle d'évaluation prédictive, c'est-à-dire d'anticiper les conséquences et pas se contenter d'accumuler des résultats de mesure et puis d'aviser. Il faut être capable aussi de prévoir ce qui risque de se passer dans les semaines à venir. Et à ça, donc, en France, ça concerne l'Institut mais pas uniquement, donc on a développé au fil des années une capacité de réponse en situation de crise nucléaire qui est testée régulièrement à l'occasion d'exercices. Ceci étant, il faut être vigilant. Donc, un quart de siècle après, nous n'avons pas eu de nouvelles, heureusement d'ailleurs, de nouveaux accidents, de nouveaux accidents graves, que ce soit en France ou ailleurs, et il y a toujours un risque de baisse de vigilance, que ce soit en termes de préparation ou de capacité de réponse pratique, et donc c'est le message que je voulais faire passer à la fin. Donc il faut rester vigilant face à des situations de ce genre qui ne seront peut-être jamais identiques à Tchernobyl, mais peuvent néanmoins se reproduire sous quelque forme que ce soit. Voilà. Bon, j'ai été assez long, vous voyez. Je vous remercie pour votre attention. Je vous donne quelques références pour en savoir plus, notamment le site de l'IRSN, le site internet, qui est un dossier assez complet sur le sujet, le livre que je vous ai présenté. Merci. Alors, merci pour cet exposé très complet qui, je pense, va susciter un certain nombre de questions. Voilà, on a le temps pour quelques questions. Vous avez été un peu long. Oui, un peu limité le nombre de questions. À propos du césium 137, est-ce que dans vos analyses, vous avez été en mesure de faire le distinguo entre les dépôts de césium 137 provenant des essais nucléaires militaires, d'une part, et ceux provenant réellement de Tchernobyl? C'est ma première question. Et puis, j'avais une remarque. À ma connaissance, un certain nombre d'études épidémiologiques ont été faites à travers le monde sur la relation entre radioactivité naturelle et fréquence des cancers. En particulier sur les zones dans lesquelles la radioactivité naturelle est non pas de 2,4 millisieverts par an comme en France, mais de l'ordre de 100 millisieverts. Dans aucune de ces... Oui, je parle d'une province de l'Inde et puis en Amérique du Sud. Et aucune de ces études n'a pu montrer, même avec des radioactivités de l'ordre de 100, la moindre corrélation entre la fréquence du cancer et le niveau de radioactivité naturelle. Merci. Je vais d'abord répondre sur le césium 137, parce que ça a été une des difficultés que nous avons eu à rencontrer quand il a fallu faire ce travail sur les dépôts. Alors, il se trouve qu'on avait quand même quelques données antérieures à l'accident en France, c'est une première réponse. Que deuxièmement, il existe en France des régions, en particulier la montagne Noire qui est au sud du Massif central, qui a été relativement épargnée par l'accident de Tchernobyl, et pour autant on trouve des dépôts importants de césium 137 dont on est certain, ça on a compris pourquoi d'ailleurs, je peux vous en dire un mot, que c'est dû non pas à Tchernobyl, mais aux retombées antérieures des tirs nucléaires. Et
Pourquoi on le sait? Parce que ce sont, donc comme j'ai dit, ce sont des régions qui ont été relativement épargnées à la fois par la contamination de l'air et par les pluies au moment de l'accident de Tchernobyl. Par contre, on sait que ce sont des régions, des régions de montagne qui sont particulièrement pluvieuses. On a pu démontrer, alors pas seulement en France, il y a eu d'autres études dans d'autres pays européens, qui ont montré que l'importance des retombées des tirs nucléaires en termes de dépôts persistants dans les sols est directement reliée aux pluies moyennes qui tombent sur le territoire donc depuis la période des essais. Donc on a des données historiques sur l'importance des pluies en fonction du territoire français, et donc on a pu déduire quelle était la part initiale des dépôts des tirs auxquels est venu se rajouter le dépôt de Tchernobyl. Et donc, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'au moment de l'accident de Tchernobyl, selon l'endroit où on était en France, il y avait entre 1000 et 5000 becquerels de césium-137 qui étaient déjà dans le sol, auquel s'est rajouté celui de Tchernobyl. C'est pour ça que vous avez vu dans ma carte de France, une grande partie, on ne descend pas en dessous de 5000 parce qu'on ne sait plus faire la distinction entre les deux contributions. Par contre, ce dont on est certain, c'est que dans les zones montagneuses de l'Est de la France, et là on a des mesures, on a pu avoir des mesures jusqu'à 20 000, 30 000, voire plus, becquerels de césium. Dans certains cas, on voyait le césium-134, donc lui on sait qu'il n'y a pas des tirs, mais forcément de Tchernobyl. Et donc on a pu, dans certains cas, différencier les deux, mais voilà. Et pour ce que vous avez dit sur la radioactivité naturelle, donc effectivement ça fait partie des sujets qui entretiennent le débat sur existe-t-il ou non un risque pour la santé à des niveaux de dose inférieurs à 100 millisieverts, puisqu'effectivement dans des régions où naturellement on est plus exposé qu'ailleurs, on n'arrive pas à déceler des risques additionnels pour la santé. Ceci étant, il faut rester prudent parce qu'on parle de cancer, et le problème des cancers, c'est qu'il y a des facteurs de confusion. D'ailleurs, on peut, c'est pas dit d'ailleurs que le rayonnement ionisant soit les principaux facteurs de risque de cancer. On le sait par exemple pour le cancer du poumon, le tabac est un nocif beaucoup plus important pour le risque de cancer du poumon que le radon, qui est un gaz radioactif. Et donc, quand on fait des études que l'on appelle géographiques, c'est-à-dire qu'on essaie de comparer les fréquences de cancer d'une région à l'autre, on n'arrive rien à voir du point de vue de la radioactivité, parce que de toute façon, il y a d'autres causes de cancer qui dominent et qui empêchent de voir l'éventuelle existence de risque. Voilà, autre question. Oui, docteur Colin Nicole, pour rebondir un peu sur ce que disait monsieur précédemment, je vous conseille en effet césium 137 et 134 pour différencier réellement ce qui venait des retombées de Tchernobyl. Tout ça est écrit dans un article que je vous conseille, qui est un article des comptes rendus de l'Académie des sciences, de Pierre Gall, Raymond Paulin et Jean Coursager, données météorologiques, évaluation des risques en France lors de l'accident de Tchernobyl, mise au point historique. Donc je vous conseille cet article qui donne